Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la grande review de WWE SummerSlam 2024 qui a eu donc lieu cette nuit avec énormément d'événements, plein de choses, des rebondissements, des trahisons, des émotions, énormément de choses à dire. Sans plus attendre, on va pas perdre de temps, on va revenir dans le détail sur ce que j'en ai pensé, les notes, le petit avis global. Et on va rentrer plus dans le détail ensuite de chacun des matchs, en allant toujours dans l'ordre chronologique, comme d'habitude. Bon, déjà, on va afficher dans un premier temps le poster du show avec la note globale et un premier avis déjà, je dirais, général sur ce que j'en ai pensé. Voici le poster. J'ai donc donné la note de 3 étoiles 75 à cette édition de SummerSlam 2024. Globalement, une édition de SummerSlam qui m'a bien plu, et c'était pas gagné après plusieurs éditions consécutives qui m'avaient généralement déçu. En termes de qualité in ring, soyons honnêtes, ce n'est pas un pay-per-view qui fera date, et vous le verrez d'ailleurs dans la notation des matchs. Mais alors, pourquoi avoir donné une note aussi solide à ce pay-per-view alors? Tout simplement parce que là où le in-ring n'aura pas forcément brillé, pratiquement tous les matchs auront su répondre à l'appel en termes de storytelling. Ce bon vieux storytelling, si cher à mes yeux, et qui pour moi peut changer la phase d'un match et le faire passer du moyen vers le très bon, ou dans l'autre sens, du moyen vers le médiocre. Un pay-per-view également synonyme de moment fort, chose qu'on attend à chaque pay-per-view, et tout particulièrement les pay-per-views du Big Four et même du Big Five. Dominic qui trahirait à Ripley, Braun Breaker qui devient champion intercontinental après seulement quelques temps passés dans le main roster, LA Knight qui obtient enfin son premier couronnement à la WWE, Nia Jax qui obtient son premier titre solo depuis 6 ans, McIntyre qui triomphe de Voldemort dans une masterclass de storytelling, Gunther qui devient champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière suite à une trahison de Finn Balor envers Damien Priest, et enfin Cody Rhodes qui conserve son titre grâce au retour tant attendu de Roman Reigns. 4 changements de titre, de l'émotion, des trahisons. Ce show aura réussi à cocher pas mal de cases. Voici pourquoi je lui ai donné ce solide 3 étoiles 75. Maintenant, au niveau des moins, mis à part la qualité in-ring donc quelque peu défaillante et ce long main event bien ennuyeux, je retiendrai aussi plus secondairement l'utilisation des caméras à la première personne là sur les arbitres, qui n'aura au final quasiment servi à rien tellement elles furent peu utilisées et surtout peu pratiques pour les arbitres à porter. On l'a vu avec Seth Rollins notamment, c'était vraiment plus un gadget qu'autre chose. Ils ont tenté le coup, pour moi c'est un gros flop et je n'espère pas le voir renouvelé. Le Miz en host de SummerSlam chez lui à Cleveland, c'est une idée qui faisait pourtant sens, mais très franchement, s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas vu la différence, tellement il fut discret et peu utile, si ce n'est à produire un segment pour respirer en attendant le main event et en mettant en avant un VIP, et histoire de builder un match à Raw très très dispensable. Et enfin, ces 3 heures de countdown, une durée affreusement longue, d'autant plus qu'aucun match n'aura été intégré durant ce long laps de temps, de la parlotte, des vidéos package et une news ou deux à picorer, comme les débuts de NXT sur la chaîne CW le 1er octobre et les débuts de commentateurs de Joe Tessitor à Raw le 2 septembre. À part ça, rien d'autre. Dernier point, et ça pourrait même être un débat philosophique avec le booking de Triple H. Un pay-per-view au résultat à nouveau fort prévisible, puisque personnellement j'ai fait un sans photo pronostic et ça ne devrait pas être quelque chose de normal d'avoir souvent les bons pronos quoi. La question philosophique soulevée, ce serait de se demander si ce qui est prévisible est forcément une mauvaise chose. Je pense que ce qui est prévisible n'est pas forcément une mauvaise chose tant que c'est bien réalisé et que c'est logique en conformité avec ce qu'on nous a raconté en weekly. Le booking à long terme peut permettre de planter des graines pour plus tard y rendre les choses encore plus impactantes lorsqu'elles se produisent. Il faut sans doute proposer un savant mélange entre prévisibilité et surprise afin de préserver l'intérêt des fans et éviter de les lasser. Et je pense qu'il faudrait davantage nous surprendre et provoquer de vrais moments lors des pay-per-views dits secondaires, comme lors de la prise de titre de Liv Morgan en Arabie Saoudite ou bien de Fire and Down en Écosse. Car on a l'impression qu'il faut souvent attendre les pay-per-views du Big Five avant d'avoir de vrais chamboulements comme on a pu en avoir hier soir. Et c'est sans doute une chose que Triple H devrait, à mon sens, corriger, car si c'est pour arriver à Berlin dans 4 semaines avec que des conservations de titres et puis zéro storyline qui avance,
bah c'est non merci, hein, personnellement. Donc bref, voilà, c'est un vrai débat, parce que beaucoup de gens vont critiquer ce show en disant ah, il était encore très très prévisible, franchement, tout le monde attendait Reigns, tout le monde attendait une scission au sein du Judgment Day, etc., etc. Oui, mais je suis d'accord avec cet avis-là. Maintenant, je le répète, c'était buildé, la graine était plantée depuis très longtemps, notamment entre Balor et Priest. Donc pour moi, il fallait que ça pète à un moment donné. Et je dirais l'incohérence, ça aurait été que ça ne pète pas, justement. Donc pour moi, c'est logique. Voilà. Maintenant, je pense qu'il faut bien doser, justement, savamment, les surprises et donc ce côté très prévisible. Voilà, ça c'est tout le travail que devrait, à mon sens, faire Triple H. Bref, pour résumer ce SummerSlam, donc, bah, j'ai eu l'impression de regarder le season finale, hein, d'une série à succès, avec une explosion d'événements marquants, hein, qui s'y déroulent afin de nous hyper, hein, en attendant la saison suivante. Fort heureusement, on n'aura pas besoin d'attendre 2 ans, hein, comme certaines séries, mais dès demain soir, hein, pour le prochain Raw, qui voudra forcément le coup d'œil, bah, j'attendais qu'on remue le cocotier, justement, et le résultat est là, hein. Le shaker des émotions a été secoué dans tous les sens. Il n'y a plus qu'à nous servir ça dans un grand verre bien frais, avec une rondelle de citron, avant de savourer dès demain soir, hein. Et c'est tout ce que j'attends. Maintenant, bah, je vais vous présenter donc les notes détaillées de chacun des matchs, hein, comme d'habitude sous format graphique en conservant l'ordre chronologique de la carte. Voici donc le graphique. On va commencer par l'opener, donc Liv Morgan contre Rhea Ripley, 3 étoiles et demie. Sami Zayn contre Braun Breaker, 3 étoiles. Logan Paul contre LA Knight, 3 étoiles et demie. Bayley contre Nia Jax, 3 étoiles. Voldemort contre McIntyre, 3 étoiles 75. Priest contre Gunther, 4 étoiles, pour moi le meilleur match de la soirée. Et enfin, le main-event entre Cody Rhodes et Sikoa, 3 étoiles. Donc comme vous pouvez le voir, bah, c'est un peu à l'image de Money in the Bank, les notes sont pas fameuses, hein. Elles sont pas extraordinaires. Mais par contre, en termes de notation, au général, la note est bien meilleure pour SummerSlam que pour Money in the Bank. La faute, entre guillemets, à tout ce qui s'est passé. Et à l'émotion provoquée et à la finesse justement et la justesse du storytelling et de tout ce qu'on nous a raconté et la façon dont ça a été intelligemment fait, surtout intelligemment fait. Voilà, on va justement revenir là-dessus dans le détail. Voilà, maintenant on va commencer tout de suite par l'opener entre Liv Morgan et Rhea Ripley. 3 étoiles et demie pour la note. Voir Dominique, hein, avec Rhea ne sentait déjà pas bon, hein, d'entrée de jeu. Début de match à sens unique en faveur de Rhea, hein, c'est bien trop facile et là bah, à nouveau ça sortait pas bon pour elle. Je n'y avais pas pensé, mais ce fut une très bonne idée, je trouve, de jouer sur la blessure à l'épaule de Rhea qui avait été provoquée par Morgan, histoire d'apporter un élément de storytelling supplémentaire. La voir se remettre l'épaule en place, hein, en la frappant contre la table des commentateurs était une image aussi étonnante que badass, hein, mais qui correspond tout à fait à la personnalité de Rhea. Son selling à l'épaule est bien réalisé. Morgan réalise un beau crucifix bomb, hein, et tente d'aggraver la blessure à l'épaule de Rhea en portant un Juji Gatame. Morgan ramène une chaise. À ce moment-là, bon, bah, je revis la fin de match face à Becky lorsqu'elle lui avait pris son titre sur une boulette de Dominique. Même si, bon, le terme de boulette pourrait largement être remis en cause vu la fin du match qu'on va avoir. Rhea réussit un Riptide sur Morgan, mais en la voyant ne pas faire le pin dans la foulée, là encore, j'ai senti que ça finirait mal pour Rhea. Elle se saisit de la chaise pour la frapper, mais Dominique la lui reprend, hein, ce qui est intelligent en soi, hein, car ça lui évite une DQ, et ce n'est pas comme ça, hein, qu'elle pourra reprendre le titre, hein, c'est d'ailleurs ce que Dominique lui dit. Morgan arrive alors à porter son Oblivion dans la foulée. J'ai cru que ça se finirait là-dessus, mais Rhea se dégage, hein, chose rare d'ailleurs sur l'Oblivion. Le public laisse éclater sa surprise, et le résultat est réussi en tout cas. Dominique glisse alors la chaise au milieu du ring, hein, avant de distraire l'arbitre. On revit clairement la scène de la prise de titre de Morgan face à Becky en Arabie Saoudite. Morgan en profite avec un Oblivion sur la chaise et s'impose. Non seulement Liv Morgan conserve son titre, mais Dominique a le sourire et le meilleur, hein, si l'on peut dire, reste à venir avec le baiser entre Dominique et Liv Morgan sous les yeux de Rhea. Le choc est total. Michael Cole se lâche et traite Dominique de son of a bitch. Le choc vraiment, voilà, est vraiment total. Alors par rapport au prono, c'était à mon sens le bon choix de faire gagner Morgan, hein, au vu de tout ce qu'on nous racontait à Raw depuis plusieurs semaines. Mais si beaucoup de gens voyaient Dominique trahir Rhea, hein, c'est vrai, j'aurais
personnellement davantage apprécié voir Balor jouer le rôle de Dominique et embrasser Morgan à sa place, comme je le disais dans ma vidéo précédente, car sur le coup, ça paraît déroutant de voir Dominique changer de crèmerie aussi brutalement après toutes les méchancetés qu'il a balancées à Morgan, mais vu le scénario de cette fin de match, tout est remis en cause, et on peut se demander si la boulette saoudienne de Dominique n'en était finalement pas une, et si toutes les méchancetés balancées à Liv récemment n'étaient rien d'autre qu'une grande mise en scène, les larmes de Morgan y compris. Dominique a d'ailleurs retenu Rhea par le bras lors de ce segment, on s'en souvient, il faut pas l'oublier, et toutes ces méchancetés balancées à Liv n'étaient finalement peut-être destinées qu'à Rhea, sans qu'on ne le sache. Michael Cole pose lui-même la question, n'était-ce qu'une ruse depuis des mois? Bref, si je fais partie des surpris, en quelque sorte, par ces scénarios, du fait du double jeu de Balor qui aurait pu sortir du bois pour endosser le rôle de Dominique dans ce match, j'attends bien évidemment des explications de la part de Dominique afin de donner davantage de consistance et de pertinence à sa trahison. Pendant la blessure de Rhea, Dominique s'est possiblement pris au jeu de Liv Morgan et il a finalement mordu à l'hameçon sans qu'on ne le voie, quoi. C'est possible. Rhea lui avait d'ailleurs reproché lors de son retour de ne pas avoir pris de ses nouvelles, donc ça peut donc faire sens. Concernant le match en lui-même, j'ai franchement pas grand chose à critiquer. On a eu le meilleur match possible même, à mon humble avis. Pas du grand catch, certes, mais le storytelling aura fait tout le reste pour nous embarquer du début à la fin. Le fil rouge autour de la blessure à l'épaule de Rhea était également une chose intelligente à faire. Le rappel au Becky Morgan en était une autre. Le public était évidemment très réceptif à ce qu'il voyait, surtout à la fin du match. Pour moi, le contrat est rempli. J'ai donc mis 3,5, une note en grande partie imputée à la qualité du storytelling proposé. Même si in-ring, ça n'a pas été si mal non plus, comme le joli crucifix bomb de Morgan évoqué plus tôt. Cette fin de match donne clairement envie de voir le prochain Raw, et l'on se dit à ce moment-là que Priest est plus que jamais en danger avant d'affronter Gunther. Et on verra d'ailleurs que Priest énervé dans le clubhouse du Judgment Day, demandant à Balor s'il était au courant de tout ça. Balor répondra bien évidemment qu'il ne le savait pas. Balor, McDonough et Carlito partent alors retrouver Dominique pour lui parler, et Priest finira par dire qu'il tuera ce gamin en parlant de Dominique. Ça donnait évidemment une hype encore plus grande à son match face à Gunther un peu plus tard, en tout cas. Voilà, donc pour moi, 3,5. Voilà, on pouvait pas espérer mieux, je pense, surtout quand il y a Liv Morgan dans le ring. Mais pour moi, l'histoire a tout fait. Le selling, le travail à l'épaule, voilà, pour moi, c'était vraiment le mieux que ce qu'on pouvait espérer dans ce match. Voilà, on va passer maintenant au match suivant. Sami Zayn contre Bron Breakker, 3 étoiles pour la note. D'entrée de jeu, Breakker va tenter de surprendre Sami avec un spear, mais Sami va l'éviter et Breakker va atterrir contre le poteau. Breakker se tient l'épaule, à nouveau l'épaule d'ailleurs, comme Rhea. Et elle va réagir bien réagir pendant ensuite, en évitant à son tour un Helluva Kick. On nous montre justement qu'il apprend de ses erreurs et qu'il grandit match après match. Il réussit un très joli Frankensteiner, auquel on commence à être habitué. Breakker provoque Sami en lui demandant d'abandonner. Zayn réagit et Breakker contre à nouveau Sami sur une tentative de Blue Thunderbomb cette fois-ci. Et donc là, à nouveau ici, on voit que Breakker a bien étudié son adversaire après sa déconvenue du Money in the Bank. Ça, on aura eu très peur lorsque Sami fera retomber Bron Breakker directement sur la tête. Heureusement, plus de peur que de mal. Cependant, Bron se fera contrer par un Blue Thunderbomb après probablement une tentative de Bulldog, mais Bron va se dégager. Bron se prendra un explodeur souplex dans le coin. Sami part pour son Helluva Kick, mais une fois encore, Bron a bien étudié son adversaire et va le contrer avec un spear. On notera qu'il continue de se toucher l'épaule à ce moment-là, donc ça c'est bien, de continuer à bien soigner son selling jusqu'à la fin du match. Breakker s'élancera alors dans les cordes et enchaînera avec un nouveau spear pour la victoire. Bron devient donc champion intercontinental. Une excellente décision de booking à mon sens, même si ici elle vient égratigner mon théorème du booking de la patience de Triple H. Ça me semblait quand même ici être le meilleur choix afin de passer à un autre champion et surtout de mettre encore plus en valeur le jeune loup affamé qui était portrayé comme une menace depuis ses débuts dans le main roster. L'épaule est toujours bien vendue par Breakker même après le match, ça c'est un très bon point, j'aime ce genre de détails. Rick et Scott Steiner n'ont pas raté une miette en tribune, avec DDP aussi qui était pas loin, et le moment est assez beau à voir. Concernant l'évaluation du match, le match fut tout de même plutôt court, 5 minutes 40 plus exactement. À vrai dire, si le but c'était de booker Breakker très fort dans ce match et de vraiment frapper un grand coup,
bah j'aurais pas été choqué si Breaker avait gagné dans un squash ou semi-squash en tout cas qui n'excéderait pas les 3 minutes. Ça aurait permis de marquer les esprits s'il l'avait fait, mais en même temps, bah oui, ok, je peux comprendre pourquoi ils ne l'ont pas fait, puisqu'il fallait aussi continuer d'écrire dans ce match le fait que Breaker apprend de ses erreurs et a étudié son adversaire afin de le contrer et d'éviter le même résultat comme Money in the Bank. Donc je ne les blâmerai pas pour ça, et on aura eu le temps d'avoir cette narration tout en faisant de ce match un match court qui permet tout de même d'avoir ce petit shocking moment à l'arrivée. Alors évidemment, vu la courte durée de ce match, bah, j'ai pas pu aller bien loin dans la notation, hein. J'ai donc mis un 3 étoiles pour à la fois la bonne histoire racontée, le bon selling à l'épaule de la part de Breaker du début à la fin, et enfin cette victoire en un temps relativement réduit qui permet tout de même de marquer les esprits. Ça permettra, comme je le disais dans mes pronos, à Sami de partir vers les titres tag en compagnie de Jey Uso, voire de s'immiscer dans la guerre de la Bloodline qui s'annonce, hein. Un mec comme Dragunov, hein, qui n'avait pas pris le pin la dernière fois qu'il avait affronté Breaker, pourrait être un challenger naturel justement à Braun Breaker, tout comme Sheamus, hein, par exemple. Bref, un deuxième bon choix de booking en 2 matchs, hein, et c'est bien de voir Triple H proposer par moments des règnes plus courts, hein, comme il l'a fait avec Becky Lynch, Awesome Truth et tout dernièrement avec DIY. Bon, même si ça m'a attristé qu'ils perdent déjà leur titre, hein, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, maintenant on va passer au match suivant. Logan Paul contre LA Knight pour le titre des États-Unis, 3 étoiles et demie pour la note. Paul va se pointer donc avec un homme en capuche et on l'avait déjà reconnu à sa silhouette, MGK, Machine Gun Kelly, hein, comme beaucoup de gens le soupçonnaient, hein, je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente, le fameux Mr. Cleveland, donc dont Logan Paul avait parlé il y a une semaine de cela et qui était censé lui offrir une surprise à SummerSlam. Ben, on verra plus tard de quoi il s'agissait. LA Knight lui a pété les vitres bleues de la bagnole de Logan Paul, hein, que LA Knight avait subtilisé lors du SmackDown de la veille, dans un segment, je dirais, à la saveur très Vincesque, hein, du début à la fin, hein, ça c'est du moins le ressenti que j'en ai eu. La surprise sera d'avoir un assez long pré-match, hein, suite à l'attaque de Paul en plein pendant l'entrée de Knight. Ça permettra au final à Knight de prendre l'avantage avant que la cloche ne sonne avec un joli torture rack neckbreaker porté sur la table des commentateurs. Logan Paul nous surprend encore par ses qualités athlétiques, hein, témoigne ce magnifique Asai Moonsault à l'extérieur du ring, encore plus beau à voir d'ailleurs au ralenti. LA Knight réussira tout de même à se dégager du One Lucky Punch, hein, j'ai même eu peur sur ce coup-là. Joli superplex de LA Knight que l'on pourrait quasiment assimiler à un super Fisherman Buster. Paul s'approche de son entourage et on sent venir le truc. La fameuse surprise de MGK, à savoir un point américain qu'il portait alors en guise de pendentif. Ça se rapprochait du scénario d'ailleurs dont j'avais parlé dans ma vidéo prono, mais pas totalement, hein, car moi j'avais évoqué Jelly Roll, qui aurait à ce moment-là, qui serait aux abords du ring et qui aurait à ce moment-là retiré le point américain des mains de MGK juste avant de le donner à Logan Paul, mais ils sont partis sur une autre direction, avec Logan Paul qui arrivera à frapper LA Knight quand même avec le point américain en plein vol, sans que l'arbitre ne le voie. Il se prépare alors pour son buckshot lariat, hein, à la Adam Page, mais il est contré par un BFT surprise pour la victoire de LA Knight, qui devient donc enfin champion des États-Unis. Ça y est, son premier titre à la VVE, hein. Il était grand temps que cela arrive, hein. Alors je compterai bien sûr pas le titre de $1 million champion, hein, chez NXT, dans cette feud avec Cameron Grimes, avec Ted DiBiase qui avait été intégré, une très bonne storyline d'ailleurs, au demeurant. Alors oui, je suis content, et c'est évidemment amplement mérité et largement attendu depuis très longtemps pour LA Knight, et j'espère que les gens auront le bon goût d'ailleurs, entre parenthèses, d'éviter de corréler la perte de 2 titres de Logan Paul à ses récents tweets, hein, au sujet de la boxeuse algérienne, hein, pour ceux qui ont suivi, hein. Ça serait tout de même assez regrettable et de ses mauvais goûts, hein, de faire ça, et surtout il est certain que le sacre de LA Knight était prévu déjà depuis un moment, et ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Il fallait absolument que Knight gagne donc, et le règne de Logan Paul avait largement assez duré, surtout après si peu de défense de titre, hein. Concernant le match en lui-même, je n'attendais pas des merveilles, hein, car LA Knight est loin d'être un Rollins ou un Ricochet dans un ring, mais on aura eu l'envie d'en découdre des deux côtés. Un Paul toujours aussi bluffant dans un ring et à l'aise pour provoquer le public et s'attirer de la hit. On attendait le petit overbooking lié au probable point américain avec MGK, et on l'aura eu. Manquait plus que Jelly Roll donc, hein, mais ils l'auront finalement réservé pour plus tard, hein, lors du segment entre Awesome Truth et Down Under, dont je ne parlerai pas trop d'ailleurs, mais je peux en parler vite fait, car c'était un segment qui était là surtout pour souffler entre 2 matchs et builder un match pour lundi, hein. C'était franchement pas très intéressant, mais par contre le Chokeslam de Jelly Roll était
assez joliment porté, hein, mais merci aussi à Austin Theory hein, pour sa qualité de selling. C'est vrai qu'on faut pas oublier, hein, Austin Theory c'est un très très bon seller. Hein. Donc voilà une histoire plutôt bien racontée entre Logan Paul et LA Knight. Mais si j'avais une critique à formuler, moi sur ce finish, c'est sur le finish quoi. Car j'ai été gêné en live par le selling vraiment trop court de LA Knight sur le coup de poing américain. Ça aura duré quoi 5-6 secondes avant de réagir avec son BFT. Normalement, voilà, il devrait rester allongé de nombreuses secondes avant de pouvoir se relever après un coup de poing américain. Et c'est ça qui m'a gêné principalement. Le finish m'a donc paru, je dirais quelque peu torché, pas assez soigné en termes d'écriture, mais ça ne reste que mon avis personnel bien entendu. Mais en dehors de ce détail, j'ai donné la convenable note de 3 étoiles et demie à ce match qui n'est certes pas le meilleur de Logan Paul, mais pour LA Knight en revanche, on pourrait le classer parmi l'un de ses meilleurs. Il avait faim, il avait l'envie d'en découdre, ça fera un bon champion des États-Unis, à n'en pas douter, ça j'en doutais pas. Espérons pour lui que son règne ne soit pas trop court. À noter qu'à SmackDown Lowdown, d'ailleurs, diffusé hier soir hein, sur le network, Andrade a affiché ses ambitions en visant directement le titre des États-Unis. Donc, nous verrons bien si ça se matérialisera ou non. Hein. On va passer maintenant au match suivant. Bayley contre Nia Jax hein, pour le Women's Championship. 3 étoiles pour la note. Jax va arriver sur le ring avec une nouvelle couronne, assez différente de celle qu'elle avait gagnée au Queen of the Ring. L'occasion aussi pour moi de dire une chose dont je n'avais pas parlé et qui me fait plaisir d'ailleurs, c'est que ni avec Gunther ni avec Nia Jax, Triple H n'aura surfé sur la vague du roi et de la reine du ring en les gimmickant là, exagérément hein, comme Vince aimait tant le faire. Et c'est très bien ainsi. On rappelle juste que les deux ont gagné le tournoi pour se mériter un title shot, mais sans pour autant basculer vers cette gimmick ridicule qui t'enferme dans une case pendant de nombreuses semaines et qu'on a bien trop vu dans le passé. On notera aussi l'absence de Stratton pour accompagner Jax, hein, ce qui annonçait à coup sûr son arrivée pour plus tard, bien qu'elle ait promis à Jax hein, de ne pas cacher à SummerSlam. On notera aussi qu'à SmackDown, Jax a donné à Stratton donc la fameuse mallette rose que j'appelais de mes voeux avant le Money in the Bank. Je suis donc content qu'il l'ait fait, et en plus, ils lui ont ajouté une bandoulière et quelques strass, rendant donc cette mallette vraiment très personnalisée, hein, vraiment Barbie Girl, et qui colle parfaitement au style de Tiffany. Lors de l'entrée de Bayley, vu sa tenue avec les franges hein, qui pendouillaient sur son pantalon, là, j'avais l'impression quand même de revoir un petit peu dans l'idée, dans l'esprit, la Bayley, Bayley la hugueuse, quoi, de NXT, de ses débuts. Hein. C'est peut-être un clin d'œil d'ailleurs à la Bayley du passé que Jax avait blessé il y a plusieurs années de cela. Mais bon, ça reste mon interprétation à moi. Hein. Bon, faut être honnête, je me suis bien fait chier pendant les 3/4 du match. Le public aussi faisait dodo et semblait déjà avoir besoin de souffler. Pas que le catch était mauvais, c'était plutôt correct même. Mais ça racontait pas grand chose, et le règne terne de Bayley n'aura pas aidé non plus à s'investir dans ce match, à tel point que même la veille, à SmackDown, Bayley aura brillé par son absence, contrairement à Jax et Stratton, hein, c'est dire. Petit sursaut cependant, hein, lorsque Bayley va se dégager du Annihilator, hein, c'est quand même un exploit d'y parvenir. Jax s'énerve et joue avec la championne là comme une proie facile, hein, mais l'ambiance n'y est toujours pas, et on s'ennuie ferme. Le Samoan Drop de Jax porté à l'extérieur du ring est propre, hein, mais le match paraît toujours aussi fade. Mais c'est alors qu'un petit miracle va enfin se produire lorsque Bayley réussira l'exploit de porter une powerbomb sur Nia Jax après l'avoir soulevé quelques secondes, excusez du peu. Le public va alors enfin se réveiller et scander des chants holy shit, hein, il est même debout. Descente du coude à ce moment-là de Bayley, dégagement de Nia, le public fait entendre sa déception, ça y est. Le match a enfin commencé dans le public et il était temps. Et au moment où les deux femmes sont encore au sol, ce qu'on craignait arrive alors avec le thème de Stratton qui retentit « It's TV time !» J'ai eu peur à ce moment-là car je ne voulais certainement pas d'un cash-in qui me paraissait bien trop prématuré à ce stade-là de la relation entre Tiffany et Nia. Et puis j'aurais trouvé ça bête de nous présenter une nouvelle mallette toute jolie là pour déjà nous la foutre à la poubelle 24 heures après. Bayley va tout de suite frapper Stratton pour la sortir du ring. Jax en profitera ensuite avec 2 powerbombs de suite, suivi de 2 Annihilator consécutifs, dont Bayley ne pourra alors se sortir. Jax croise les bras, tel un Yokozuna là, après un Banzai Drop. Ça reste dans la famille, le clin d'œil est évident. Jax devient donc la nouvelle championne de la WWE, et c'est aussi logique que mérité, à mon sens. Ça va permettre de mettre fin au règne soporifique, ça me fait de la peine de dire ça, mais c'est vrai, règne soporifique de Bayley, d'une part, et d'autre part, ça va permettre de continuer à raconter la relation Tiffany-Nia, qui pour le moment se passe bien, mais qui devrait se dégrader au fil du temps.
Mais il faudra rester patient et nous raconter ça sur la durée. Hein. C'est du moins comme ça, moi, que je procéderais personnellement. On pourrait d'ailleurs se demander si l'arrivée de Stratton dans ce match a seulement servi à distraire Bayley et était le fruit d'une stratégie montée avec Jax avant le match, ou bien si c'était Stratton qui avait d'autres plans plus personnels en vue. Ça pourrait être un élément intéressant à raconter lors du prochain SmackDown. Hein. Quid de Bayley du coup c'est l'autre question qui se pose. Retour surprise à NXT, hein, là où tout avait commencé. Rematch contre Nia Jax. En tag team avec Naomi ou Michin, hein, Michin qui lui a manifesté son soutien backstage hein, après le match hein, dans une vidéo YouTube. Ou bien dans un programme solo peut-être avec quelqu'un comme Charlotte Flair. Pas mal d'ouvertures hein, avec Bayley, donc sont donc possibles. Et je suis curieux de voir laquelle la VVE va prendre. Hein. Mais oui, c'est triste à dire, mais autant sa prise de titre à Mania était belle, autant la suite fut assez désastreuse. Et cette perte de titre était la meilleure chose à faire à mon sens. Et ça a aussi sa récompense. Il faut le dire, le bon run de Nia Jax, hein, je le répète, pour moi le meilleur run de sa carrière, hein, donc pour moi ça fait sens. 3 étoiles bon pour la note du match, match trop terne hein, et Osef les 3 quarts du temps pour mettre davantage, hein, je peux pas mettre plus. Seules les dernières minutes du match avec la powerbomb de Bayley, hein, le public qui s'enflamme enfin, Stratton qui débarque et Jax qui achève Bayley, ces seules choses là m'auront paru intéressantes et le public a visiblement eu le même ressenti que moi. Content que le cash-in n'ait pas lieu et bon choix de gagnante. Là encore, pour le moment, c'est selon moi sans faute au niveau du choix du vainqueur et du booking jusqu'à maintenant. Hein. On va passer au match suivant. Voldemort contre McIntyre avec Seth Rollins, arbitre spécial, les fameux Seth Rollins Rules. 3 étoiles 75 pour la note. Alors avant de parler du match, hein, je reviens vite fait sur le segment du dernier Raw hein, dans lequel Rollins devait donner ses instructions à Drew et à Voldemort. Je suis ressorti quelque peu déçu hein, dans la mesure où ça laissait clairement l'impression que Rollins allait prendre beaucoup de place dans ce match, au point même de voler la vedette et qu'on n'aboutisse pas au règlement de compte que beaucoup de fans attendaient depuis des mois entre Drew et Voldemort. De plus, Rollins nous teasait à peu près tout et n'importe quoi au niveau des Seth Rollins Rules. Hein. Il pouvait aussi bien compter que ne pas compter à l'extérieur, décider si un abandon se ferait ou non. Bref, rien n'était clair, et même la possibilité d'un no DQ n'était pas certaine non plus. C'est ce qui m'a gêné hein, au sortir du dernier Raw, car la feud entre Drew et Voldemort était devenue personnelle, et s'est étalée sur de nombreux mois. Rollins s'était juste énervé au Survivor Series, hein, lorsque Voldemort était de retour à la VVE, mais on a ensuite assez vite mis la focale sur la rivalité entre Drew et Voldemort, hein, avant de remettre Rollins dans l'équation seulement au Money in the Bank le mois dernier. C'était donc un choix quelque peu forcé à mon goût, et qui à mon humble avis, en dehors du fait de devoir mettre Rollins sur la carte de SummerSlam, était aussi fait pour permettre d'avoir des moments de pause axés sur le storytelling, afin d'éviter aussi à Voldemort d'être cramé au bout de quelques minutes, hein, chose que je craignais hein, pas mal avant ce match. Quelque chose d'assez similaire à ce qui a été fait avec Reigns d'ailleurs, hein, mais j'étais bien plus inquiet pour le cardio de Voldemort que celui de Reigns, hein, pour être honnête. Hein. Après cet aparté, donc revenons au match. Dès les entrées, hein, vraiment dès les entrées, on comprend une chose assez flagrante, surtout lors de l'entrée de Voldemort, c'est la référence absolue de ce match à celui du match de SummerSlam 97 entre Bret Hart et l'Undertaker avec Shawn Michaels en arbitre spécial. J'avais d'ailleurs vu hein, Wrestle Talk, la chaîne donc de catch britannique sur YouTube qui en parlait dans la semaine, et bravo à eux d'ailleurs, car c'est exactement ce qu'on aura eu, et ce qui m'a poussé à revoir la fin du match en question hein, durant la semaine, et je vous remets d'ailleurs un visuel du match hein, durant quelques secondes hein, pour mieux se rendre compte du parallèle que l'on peut faire déjà rien qu'au niveau vestimentaire. Rollins en débardeur zébré hein, comme Shawn Michaels, McIntyre qui va arriver avec un long manteau de cuir hein, sans manches comme l'Undertaker lors de son entrée en 97, et enfin, et c'est le plus marquant ici, Voldemort qui va arriver avec un slip et des bottes roses et noires, aisément associables à Bret Hart. Bref, en plus on sait que c'est aussi un fan de Bret Hart, donc tout colle, tout fait sens. Bref, dès l'entrée des 3 protagonistes, hein, on comprend directement que ce match sera un immense clin d'œil à ce match de SummerSlam 97, et sachant que Bret Hart avait gagné à l'époque, on pouvait se demander si la victoire ne serait pas pour Voldemort. En tout cas, on était parti pour un match bourré de storytelling et très old school, hein, vraiment. À noter que Rollins porte également la mini caméra arbitrale, donc, mais à l'image de tout le pay-per-view, comme je disais tout à l'heure, cette caméra a été un vrai flop, hein, se révélant assez inutile, peu utilisée et surtout très peu pratique à porter pour les arbitres. Hein. Rollins, en ce début de match, est dans son rôle. Il rappelle alors les 2 catcheurs et ferme les yeux sur certains de leurs agissements, hein, savourant même
de les voir se foutre sur la gueule. Drew va ramener une chaise plus tard, hein, et là encore, on pense à SummerSlam 97, et encore plus après ce que l'on verra, encore plus après ce qu'on va voir plus tard. Drew va demander à Rollins de l'autoriser à utiliser la chaise et de fermer les yeux là-dessus. Rollins semble accepter, hein, en lui tournant le dos, mais reprend finalement la chaise des mains de Drew, hein, façon Dominique avec Rhea, en quelque sorte. Et à ce moment-là, Drew va repousser Rollins, hein, qui veut riposter avec un coup de chaise, mais est à deux doigts de frapper Voldemort avec, mais sans succès, enfin en tout cas, ça, il ne touche pas la cible. Là encore, le clin d'œil est aussi énorme que brillant, hein, car pour rappel, en 97, à la fin du match, à la fin du match dont je vous parlais, Bret Hart avait craché sur Michaels. Michaels avait alors une chaise dans les mains et a voulu frapper Bret Hart en retour, sauf que Bret Hart a évité le coup et c'est Taker qui a tout pris, ce qui avait permis alors à Bret Hart de faire le tomber, hein, obligeant alors Shawn Michaels à faire le compte de 3. Mais ici, c'était pas un copier-coller, hein, c'était simplement une variante du finish de 97 en guise de clin d'œil. J'ai trouvé ça vraiment cool, même si c'est évidemment bien plus agréable pour quelqu'un qui a la ref que quelqu'un qui ne l'a pas. Drew va ensuite enfiler le bracelet de Voldemort, hein, un objet qui paraissait évident dans la narration de ce match, c'est bien de l'avoir fait. Voldemort va alors dérouler ses moves signatures, hein, vu tant de fois dans sa carrière, mais bon, on le voit ici, le cardio n'est plus ce qu'il était. Il tente un Anaconda Vice et intelligemment tente au passage de récupérer son bracelet, mais en tentant de le récupérer, il se prend un Claymore dévastateur. Mais Voldemort se dégagera tout de même. Drew va alors tenter le Future Shock DDT, prise avec laquelle il avait blessé justement Punk au Rumble. Hein, à nouveau un très beau clin d'œil. Mais Voldemort va éviter la prise. Il tente un GTS, mais ses yeux se portent à ce moment-là sur son bracelet, que Rollins a alors enfilé entre temps. Il est obnubilé par ça, au point de laisser tomber Drew par terre. Ça provoque alors du remous entre Rollins et Voldemort. Drew en profite alors avec un coup d'avant-bras sur Voldemort, hein, mais ça percute aussi Rollins, qui part hors du ring. Le Future Shock DDT est à nouveau contré par Voldemort, qui réussira cette fois-ci son GTS, mais Rollins n'est plus là, hein, et le temps que Rollins revienne, c'est déjà trop tard. Drew se dégagera au compte de 2. Voldemort, alors à ce moment-là, il s'énerve, hein, sur Rollins, et son compte trop lent. Lui dira aussi au passage qu'il s'en moque de son pantalon à la Sabu. Rollins répliquera alors d'une façon assez sauvage en disant que c'est son ring, son match, ses règles, sa compagnie, qu'on n'a pas besoin de Voldemort ici, que tout ne tourne pas autour de sa petite personne et qu'il ferait mieux de se concentrer sur son adversaire. Rollins va alors le traiter d'asshole et Voldemort va ensuite soulever Rollins pour lui porter un GTS. Il récupérera alors son bracelet en lui disant que tout ne tourne peut-être pas autour de lui-même, mais que ça ne tournera jamais autour de Rollins. Il enfile alors son bracelet, mais il perd du temps. Et Drew va revenir avec un coup de pied dans les roustons de Voldemort, suivi d'un Claymore. Rollins réussira avec un peu de peine à faire le compte de 3 victorieux, et même dans la façon de taper les 3 coups, hein, un peu genou là, et de façon plus verticale que d'habitude, et pas de la façon couchée. C'est exactement de la même façon que Shawn Michaels avait justement tapé les 3 coups lors de la victoire de Bret Hart sur Taker. Et même après le match, lorsque Rollins va quitter le ring énervé en retirant son maillot, la réaction de Shawn Michaels en 97 fut exactement la même, à l'exception du maillot retiré, ça il l'a pas fait, mais il a quitté le ring énervé de la même façon. Bref, le clin d'œil est énorme, j'ai trouvé ça brillant et très bien écrit, sans tomber dans le copier-coller abusif. McIntyre s'impose donc finalement, et bien que le prono était vraiment infernal, pour moi le match le plus difficile à pronostiquer de l'année chez VVE, c'est aussi le pronostic que j'avais fait finalement, car je me suis dit que Drew avait beaucoup subi la feud durant des mois en se faisant arnaquer à chaque fois, et qu'il était plus logique de voir tentant de basculer avec une feud Rollins-Voldemort que d'avoir encore un énième Rollins-McIntyre déjà vu et revu. Maintenant, rien n'est encore fait pour Bash in Berlin, hein. Drew sera peut-être challenger de Gunther, mais la tentation d'avoir Dragunov en challenger de transition pour faire plaisir au public allemand serait évidemment une grosse option possible. Et même si l'on termine avec l'impression que Rollins et Voldemort pourraient partir en feud, Voldemort n'a toujours pas pu régler le cas de McIntyre, qui détient d'ailleurs toujours son bracelet, hein, à l'arrivée, hein. Il lui a repris à la fin. Et donc rien ne dit que cette rivalité à 3 ne se termine tout de suite. Bref, faudra attendre Raw pour en savoir plus, et plusieurs options sont sur la table, hein. Pour l'évaluation du match, j'étais quelque peu rassuré par rapport à l'attitude de Rollins. Oui, on l'a pas mal vu en lumière, certes, mais il n'a pas autant volé la vedette que ce que je craignais, et il a laissé faire les 2 opposants lorsqu'ils en avaient l'occasion. D'ailleurs, on notera qu'il n'a jamais frappé ni l'un ni l'autre, hein, au cours de ce match. Il a globalement su jouer son rôle d'arbitre impartial, se disant que, quel que soit le perdant, il serait content à l'arrivée.
J'ai trouvé plutôt intéressante l'utilisation du bracelet, car ça permet de faire un parallèle entre d'un côté un Drew obnubilé depuis des mois par Voldemort et l'envie de lui régler son compte, et puis aussi l'envie de récupérer son fichu titre, ce qui lui aura coûté un grand nombre de déconvenus, hein, d'ailleurs, le fait d'être obnubilé comme ça. Et de l'autre côté, on a aussi donc un parallèle avec ça, et donc d'un autre côté, Voldemort qui, pour la première fois, aura lui aussi été obnubilé par quelque chose, à savoir ce bracelet là, qui lui est si cher et si personnel, et cette obsession là, qui à son tour lui aura, c'est cette obsession qui lui aura au final coûté la victoire. Un bracelet qu'on pourrait même comparer à une ceinture en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que dès qu'on est obsédé par quelque chose, un titre de champion ou bien un simple objet personnel, bah, on finit par oublier tout ce qui se passe autour et l'on se fait surprendre au final. Voilà. Et mis de côté le rôle de Rollins qui m'aura quelque peu rassuré, on a eu évidemment la confirmation que Voldemort dans un ring, bah, c'est compliqué. Voilà, il transpire beaucoup, il aura passé pas mal de temps soit au sol, soit à discuter avec Rollins. Il a eu son petit moment à lui avec ses moves signature, mais pour le reste, ce fut quand même assez pauvre. Il est acquis que l'on ne verra plus Voldemort comme il était avant, et que la seule façon d'apprécier un match avec lui, c'est d'avoir cet esprit old school et très centré sur le storytelling, comme on a pu le voir ici. Le seul match d'ailleurs que j'avais vraiment apprécié de lui à l'EW, bah, c'était d'ailleurs son Doc Collar match face à MJF, match qui justement était très axé sur l'old school et le storytelling, avec aussi un rythme lent, hein, histoire de pas trop le cramer. C'est certainement là-dessus hein, qu'il faudra s'orienter avec lui dans ses futurs matchs et même ses futures rivalités. Et si les matchs sont bien buildés et avec de bons segments micro, pour moi le taf sera fait et ils arriveront à tirer le meilleur de lui, quoi. Mais pour le in-ring, bah oui, c'est sûr qu'il faudra oublier. Hein. Quant à la note, donc j'ai donné 3 quarts. C'est pas un match facile à noter, je trouve, mais la note est bonne au final, car les clins d'œil à 97 étaient donc clairs. Hein. Alors ceux qui n'ont pas la rêve, c'est sûr que ce sera peut-être moins facile d'apprécier ça. Les clins d'œil étaient brillants aussi, hein, et très bien distillés tout au long du match. On a évité le copier-coller, donc comme je le disais, mais les vrais fans auront tout de même compris la ref. Le bracelet a bien été introduit dans l'affaire. Rollins n'en aura pas trop fait et sans frapper personne. Les égos des deux catcheurs auront parlé en plus de leurs points. Et la fin protège bien le perdant, hein, tout en ouvrant quelques options pour la suite. J'aurais cependant, si je pouvais faire aussi une critique, c'est j'aurais cependant apprécié un peu plus de sang, même un peu de sang même dans ce match, au vu du build-up et de la haine entre les deux hommes, hein, car ça l'aurait nécessité, hein, ici à mon sens. Hein, on se souvient quand même du coup du rideau de fer, hein, l'image était saisissante, il y avait du sang quoi. C'était à SmackDown, donc ça n'aurait pas été déconnant de voir ça pendant le pay-per-view. Autant l'Elite Wrestling en use souvent hein, du sang, même de trop, autant la VVE, je trouve, ne le fait pas assez, à l'inverse. Et quand ça l'exige, bah, il ne faut pas hésiter à le faire, je pense. Hein. Et pour la suite, bah, pourquoi pas, comme je le pensais, faire un Edge Lee Voldemort contre Becky Lynch et Seth Rollins hein, par la suite, on sait jamais. Ça paraît fou et improbable, mais niveau Star Power, bah, ça serait largement vendeur d'avoir ça. Hein. Et je vous invite donc évidemment à voir le match entre Taker et Bret Hart de SummerSlam 97, hein, si vous voulez mieux apprécier ce match et mieux comprendre les clins d'œil et les différentes refs. Bref, niveau in-ring, bah, c'était peut-être pas un banger, hein, ça c'est sûr, loin s'en faut, mais une petite merveille de storytelling à mon sens, hein, un peu à l'image du Morgan Ripley, hein, dans un autre esprit. On va passer maintenant au match suivant. Damien Priest contre Gunther pour le World Heavyweight Championship, 4 étoiles pour la note. Bon, bah très franchement, voilà, après la trahison de Dominique et les 2 segments au Clubhouse qu'on aura vu ensuite, bah je ne donnais guère cher de la peau de Priest, hein, car l'on sentait venir arriver gros comme une maison la crasse de Balor, hein, il faut pas se leurrer. Eh bien, faute d'avoir eu du sang hein, dans le match précédent, on en aura vu dans celui-ci, mais de manière naturelle, hein, sur le torse de Gunther, à force de chops répétés de la part de Priest. Le catch de Gunther ainsi que la rivalité ont naturellement amené ce match sur le terrain du combat physique pur. Ça cogne fort, ça s'envoie bien sur la gueule. Priest montre qu'il sait répliquer au coup de butoir de Gunther. Il portera sa Broken Arrow et même son South of Heaven Chokeslam, mais Gunther se dégagera tout de même hein, de ce dernier. Les 2 lariats dévastatrices de Gunther ne suffiront pas non plus. Priest montre de l'attitude et demande même à Gunther de venir là vers lui là d'un signe de la main. C'est assez badass et il montre ici d'une certaine façon que c'est le vrai pendant masculin de Rhea Ripley au sein du Judgment Day. Et c'est un moment inattendu que Balor fait alors son apparition aux abords du ring, faisant mine en ce moment-là de soutenir Priest. Même si on n'est pas dupe. Et très franchement, bah là, je voyais mal comment Priest pouvait s'en sortir, quoi, tellement son sort semblait scellé, quoi. Et on pourra noter que Balor venait de perdre face à Gunther, hein, lors du dernier Raw,
mais de façon assez protégée, hein, et ce sur une prise de sommeil. Une prise du sommeil, donc Balor s'étant juste évanoui à l'arrivée. Donc le fait que Balor, qui pourtant a essuyé beaucoup de défaites dernièrement, soit protégé comme ça dans la défaite face à quelqu'un comme Gunther, me confortait dans l'idée que le retour du grand Balor allait bientôt sonner dans ce SummerSlam. Gunther en tout cas domine le match et provoque même Balor en lui donnant un coup de pied là au passage. Priest, voyant l'image, reprend du poil de la bête là, lui qui à ce moment-là est encore animé par l'envie de venger son ami. Il réussit même son Razor's Edge, image que Kevin Nash, alors présent en tribune, a dû apprécier avec émotion, lui le grand ami du regretté Scott Hall. Nouveau South of Heaven porté par Priest, mais on est près des cordes. Priest tente tout de même le tomber, et l'on sent venir le truc arriver à 10 km lorsque Balor va poser la jambe de Gunther sur la première corde. Priest voit alors le replay sur le grand écran, là il comprend pas. Le regard de Balor est juste incroyable. Visuellement, l'effet est saisissant. Priest est alors pris dans un sleeper hold par Gunther, la même prise donc sur laquelle Balor s'était évanoui 5 jours avant. Priest regarde Balor là, et Balor regarde Priest avec un regard sadique incroyable. Niveau storytelling là, on est au zénith. Là-dessus on se dit que c'est terminé. Priest s'évanouit. Mais non, de façon inattendue, il arrive à se ressaisir, il arrive même à renverser la prise avec un roll-up surprise, mais ça ne sera pas suffisant. Priest se jette alors sur Balor pour le choper là par le callback. Gunther en profite alors avec une powerbomb et un nouveau sleeper hold. Cette fois-ci, il n'y a rien à faire. Priest est perdu, mais il remue encore. Il ne veut pas laisser filer son titre comme ça, mais il finit quand même par s'évanouir à l'arrivée. Gunther devient le New World Heavyweight Champion. Le choc est total. Le résultat est plus que mérité et je suis content qu'ils aient eu l'audace de le faire. Gunther se devait, je pense, de capitaliser sur sa victoire au King of the Ring comme ils ont pu le faire avec Nia Jax. Le final est hautement prévisible, certes, mais totalement logique, tant on nous avait teasé des tensions entre Priest et Balor depuis des mois et des mois, malgré quelques pauses de temps à autre, et même dans le dernier Raw. Certains sur Twitter avaient eu l'œil en soulignant que dans le clubhouse qui avait été saccagé, on pouvait voir que le seul visage sur le drapeau du Judgment Day qui n'avait pas été souillé, c'était celui de Balor, ce qui confirmait encore davantage que Balor allait faire du très sale à SummerSlam. Donc pour moi c'est logique, et ça va forcément donner envie de voir les prochains Raw et comment les alignements vont se faire au sein du Judgment Day, dont l'éclatement est désormais total. McDonough étant champion tag avec Balor, le voir encore associé à Balor aurait du sens. Morgan et Dom, c'est déjà acquis qu'ils seront ensemble, tout comme Rhea avec Priest. Mais quid de Carlito, qui était un électron libre dans ce clan. Sami et Jay pourraient aussi avoir leur mot à dire du côté face, histoire de faire le nombre. Mais peut-on considérer que Balor, accompagné de Dominic et McDonough, puisse être une force suffisamment crédible? Franchement, Balor était-il réellement, d'ailleurs, dans la confidence de la trahison de Dom? Bref, on pourrait bien repartir sur 3 duos séparés, avec un Carlito en électron libre, ce qui laisse pas mal d'ouverture possible pour la suite des opérations. C'était sympa au passage de voir aussi Ginny, ringside, lorsque Gunther est allé voir sa famille. Le regard noir de Balor envers Priest, qui ne quitte pas des yeux là, est juste incroyable, et continuera même après le match. On pourrait même faire un parallèle à la fin du Balor Rollins de SummerSlam, donc il y a un an, un an de cela, avec le regard de Priest là après le match, qui en disait long sur ce qu'il pensait de Balor à ce moment-là. Et un an après, les choses ont bien évolué, ça c'est sûr. Quant à l'évaluation du match, je suis monté jusqu'à 4 étoiles pour ce match. Le match le plus abouti de cette édition de SummerSlam, à la fois en termes de qualité in ring et de storytelling, car là où le storytelling prévalait quasiment à chaque fois dans les matchs précédents, cette fois-ci, le in-ring a bien su rééquilibrer les forces, nous donnant vraiment l'impression d'un match complet. Le duel physique était au rendez-vous, ça s'est bien envoyé sur la gueule. Les deux ont su mettre l'intensité nécessaire dans leurs coups et dans leurs prises. La façon dont Priest a été portrayé est juste parfaite. J'ai aimé son fighting spirit jusqu'au boutiste, sa badasserie, son attitude, sa réaction de total babyface après que Balor ait pris un coup de pied par Gunther. Et enfin, la mise en scène de la trahison de Balor avec tout l'effet visuel qui s'en est suivi jusqu'à la fin du match et même au-delà. Alors oui, bien sûr que certains diront que c'était prévisible tout ça, mais comme je le disais en intro, est-ce que ce qui est prévisible est forcément une mauvaise chose? Pour moi, franchement, la réponse est non. À partir du moment où les choses sont cohérentes et bien construites sur la durée,
Alors oui, ça la rend certainement le booking de Triple H un peu moins palpitant en termes de suspense, mais je préfère largement du prévisible logique à de l'imprévisible incohérent. Il reste cependant, je pense, des zones d'ombre à éclaircir dans la relation entre Balor et Morgan. Je pense notamment à la fameuse affaire du pass d'hôtel que Balor avait subtilisé. Est-ce qu'au final, un nouveau twist ne va pas arriver avec Morgan qui va finalement aller du côté de Balor en trahissant Dominique à son tour? Ça paraît désormais compliqué, hein, et les fans vont vraiment finir par crier à l'incohérence, hein, si ça arrivait. Du coup, j'éviterai cette option assez casse-gueule, puis j'ai pas envie qu'on voit Dominique portrait en face. Mais toujours est-il que la relation Balor-Morgan mérite, à mon sens, certains éclaircissements, et j'espère en savoir plus dans les roues à venir. Hein. 4 étoiles donc pour ce match, vraiment cool, aussi bien in ring que dans la narration, avec un bon choix de vainqueur, et un twist qui va permettre de partir vers de nouvelles intrigues dès le prochain Raw. Gunther ira donc en Allemagne en tant que champion du monde poids lourd, hein, c'est un superbe cadeau pour lui, hein, totalement mérité, et nous verrons bien si Dragunov sera son premier challenger ou non. Hein. Et enfin, on termine avec le main event, à savoir Cody Rhodes contre Solo Sikoa pour l'Undisputed Championship. 3 étoiles pour la note. On notera, avant de passer au match, hein, que la stipulation Bloodline Rules donc a été ajoutée à la veille à SmackDown lors du segment le face-à-face entre Cody et Solo. C'était pas assez étonnant que ça, hein, et ça permettait au moins de cacher la misère de ce qu'on verrait dans le ring avec Solo, et évidemment d'overbooker le match comme pas possible avec les diverses interventions auxquelles on pouvait s'attendre. Cependant, on verra que ce cache-misère n'a pas été du tout bien utilisé, hein, nous verrons pourquoi. On constatera en tout cas que Solo arrivera seul dans le ring, hein, il fallait donc attendre encore un peu avant que le grand cinéma ne commence, mais il faudra prendre malheureusement son mal en patience. La surprise fut de voir un long plan séquence lors de l'entrée de Cody, hein, il est dans son van, là, il récupère son chien Pharaoh pour le tenir en laisse, jusqu'à croiser Arn Anderson, qui n'était plus sous contrat avec la AEW depuis un bon petit moment de cela. Anderson lui dira qu'il a encore de l'influence, hein, dans le vestiaire, hein, si Cody a besoin d'aide, pour faire face à ces 4 Samoans enragés, hein, car Cody a toujours des amis, hein, dont 2 hein, qu'il connaît déjà, et qui sont justement sur le point d'arriver. Tiens, on comprenait alors aisément ici qu'il s'agissait d'Orton et Owens, ce qui spoilait du coup leur arrivée, hein, ce qui est quelque peu dommage quand même. Bon, à partir du moment où Solo et justement Solo, son jeu de mots dans le ring, et sans sa clique, on ne pouvait que passer un mauvais moment, hein, pour lancer ce match. On s'ennuie ferme, et c'est un secret pour personne de dire que Solo dans un ring, c'est loin d'être Jojo, mais surtout d'entrée de jeu, plus le temps passe, et plus je me demande à quoi ça sert d'ajouter la stipulation Bloodline Rules, qui par essence est no DQ, et permet donc de faire ce qu'on veut. Et force est de constater qu'ici, on la joue très sagement, sans utiliser la moindre arme. Donc le fameux cache-misère dont je parlais n'est même pas utilisé, alors que logiquement, il était là pour servir. Non ? Justement, il devait servir. La petite promenade à l'extérieur pour aller du côté des bouteilles de Prime, là, c'est loin de nourrir son homme, et Cody fait du Cody, quoi, et Solo fait du Solo, mais je ne vois ni alchimie ni violence dans la proposition qui m'est faite. C'est pas ça qu'on m'avait vendu durant le build-up, et ça donne encore plus l'impression que pour avoir droit à de la violence, il faut que Solo soit entouré, quoi. Sinon, il est qu'un catcheur lambda parmi tant d'autres, hein, qui va te sortir 2-3 Samoan drop, un coup de fesse dans le coin et puis terminé, quoi. Un Umaga de chez Wish, quoi, et rien d'autre. Faut dire ce qui est. Je vais juste lui accorder quand même la beauté de son spinning solo, là, qui au ralenti était vraiment chouette à voir, mais c'est pas ça qui m'a fait sauter de mon siège. Hein. Et en plus, on a droit à un rest hold avec la prise du grappin, la portée par Solo, à la manière de Yokozuna pour le clin d'œil familial, hein, ce qui n'aide pas non plus à garder les yeux ouverts. Ah tiens, un nouveau Samoan Drop, hein, il y avait longtemps, et ça fait déjà 10 minutes, hein, que le match a commencé. Cette phase de domination de Solo est chiante comme la pluie, et le public attend sagement l'instant cinéma, hein, comme nous tous derrière notre écran, car on a tous notre saut de popcorn près de nous là, mais pour le moment on a plus envie de lancer des popcorn contre notre écran que de les savourer en regardant ce match. Hein. Cody évite une 3ème charge dans le coin en position de cochon pendu là. Cody Cena is back et réussit un moonsault sur Solo. Hein. Tout le monde est à terre. Et l'on soupire à nouveau. Bossman Slam, hein, joliment porté par Solo, hein, son 2e joli move du match, hein, qui m'a au moins permis de lever un œil sur 2. D'autant plus qu'à ce moment-là, il est tout de même pratiquement 4h45 du matin, hein, en France. Cody porte une belle superplex, mais je reste toujours aussi de marbre. C'est alors l'instant où, hey, histoire de faire participer le public, on veut nous vendre de l'epicness là où il n'y en a pas.
Solo tente un Crossroads pour surprendre Cody, mais Cody va le contrer en portant lui-même un Crossroads. Les deux hommes sont alors dans la même position que moi au même instant, à savoir sur le dos, là, en train de faire l'étoile de mer. Et c'est alors à ce moment-là, après 15 longues minutes de combat hyper sage, soit la moitié du match, que l'instant cinéma démarre enfin. Tama Tonga et Tangaloa débarquent pour attaquer Cody. Les fans du Bullet Club là, auront droit à leur nouvel instant nostalgique après avoir vu un balleur sadique juste avant. Malgré cela, le pin de Solo effectué suite à l'assaut des deux Tongiens n'aura pas suffi. Cody Sinha est bel et bien de retour. L'attaque à 2 contre 1 reprend. Le thème de Owens retentit à la surprise vraiment générale. Les deux Tongiens maîtrisent Owens. Et c'est là que le thème d'Orton retentit à nouveau. À la surprise générale, Orton tape dans les mains des fans, il arrive en courant, là, comme s'il allait participer à un Rumble, sauf qu'il s'agit là d'un règlement de compte, bonne et due forme quand même. Tangaloa subira un RKO, et Tama Tonga, un stunner, très bien vendu par ailleurs. Solo est maîtrisé par Orton et Owens, Cody enchaîne avec un Crossroads, c'est fini. Mais non, Solo se dégage, parce que bien évidemment, Fatu n'est pas encore arrivé, il y a encore des choses à nous montrer. Orton et Owens partent alors dans le public s'occuper des deux Tongiens, retour à la case départ, Solo et Cody sont seuls sur le ring, c'est enfin à ce moment-là, après 19 minutes de combat, que Cody se décide à récupérer un objet, à savoir les escaliers d'acier. Ça y est, ils se souviennent qu'il y avait une stipulation dans ce match, il frappe Sikoa avec ses escaliers à 2 reprises, mais Sikoa répliquera avec un spear avant le 3e coup. Cody se dégage quand même du tombé. Le moment cache-misère démarre enfin. Le coup de fesse contre les escaliers de la part de Solo est évité par Cody Sinha, qui enchaîne avec un Crossroads, un deuxième. Et non, pas de 3e bien sûr, puisque Fatu débarque avec un Whisper in the Wind dévastateur, suivi de son moonsault de la 3e corde. Mais non, malgré cela, Cody Sinha kick out, parce que c'est Cody Sinha, bien évidemment. Fatu est toujours aussi cheaté et continue d'être portrayé encore plus dangereux que Solo lui-même. Fatu enchaîne avec son splash depuis la 3e corde directement sur Cody sur la table des commentateurs qui s'écroule, mais Fatu se tient la jambe droite. J'avais des doutes sur un work éventuel, mais des images amateurs ont montré qu'il est quand même rentré au vestiaire en boitant, donc il faudra surveiller ça de très près, en espérant que cela ira pour lui, car désormais, la moitié des champions tag team, c'est lui, quoi. Et donc faudra vérifier ça. En tout cas, Fatu ne peut pas se relever. À ce moment-là, il invite Solo à achever Cody, comme s'il était très bullshit lui-même, là. Les rôles paraissent subitement inversés, et Solo passe vraiment pour le sous-fifre de Fatu, là, à ce moment-là. Splash de Solo. Mais Cody Sinha se dégage, évidemment. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est Cody Sinha, voilà. Et à tel point qu'il parvient même à réagir avec un Cody Cutter. Non mais ce mec, il est incroyable. Les deux hommes sont à terre, quand soudain, le grand moment est enfin arrivé, la lumière bleutée, le titantron, là, la vibration du public. Oui, tout le monde a compris. Head of the Table s'inscrit sur le titantron. Roman Reigns est enfin de retour avec un thème remixé bien dégueulasse qui sera probablement son thème face désormais. Il arbore un t-shirt portant les initiales OTC, signifiant tout simplement Original Trouble Chief. Le message est clair. Pas besoin d'attendre de savoir ce que Reigns va faire pour comprendre qu'il va attaquer. Superman Punch directement porté sur Sikoa. La pop est d'envergure. Le houah scandé par tout un stade est assez saisissant. Reigns porte un spear sur Sikoa. Coup d'œil de Reigns envers Cody. Reigns s'en va ensuite. Solo est KO. Cody semble décontenancé. Là, il comprend pas trop. Un petit crossroads plus tard. Cody Sinha wins. LOL. Reigns et Cody ne se quittent pas des yeux, et à ce moment-là, franchement, moi j'attendais que Reigns rentre progressivement en coulisses pour être accueilli au niveau du Titantron par Paul Heyman, ça aurait provoqué une sacrée pop si on avait vu ça. Dommage qu'il ne l'ait pas fait. L'absence de Jimmy, bon, moi personnellement, ne m'a pas gêné, car elle paraît très secondaire à cet instant précis. La note du match pour moi, c'est 3 étoiles. Une note assez timide pour un match qui ne me hypait déjà pas à la base, pour des raisons évidentes. On est sur un canevas classique typique de la Bloodline et on est rodé à cet exercice depuis fort longtemps désormais. Les shenanigans, le cinéma, les run-ins, tout ça on connaît. Manquait plus que le bum d'arbitre d'ailleurs. Mais Arn Anderson, en plus, nous spoil l'un des seuls doutes qu'il pouvait y avoir, qu'on pouvait encore avoir, c'était à savoir les interventions d'Orton et d'Owens. La première moitié du match, on peut passer quoi, on peut zapper, c'est chiant à mourir, et la hit de Solo est anesthésiante, et comme je le disais, je comprends pas qu'on ait attendu 19 minutes sur les 28 que ce combat aura duré pour enfin sortir un accessoire du chapeau, en l'occurrence les Steel Steps, qui seront d'ailleurs la seule arme utilisée durant ce match.
C'est à peine croyable. La Bloodline Rules fut donc limitée à faire du surnombre et rien d'autre. Et puis, tant que Fatou n'est pas arrivé, hein, impossible de se dire que le combat va se terminer. Hein, même chose pour Reigns d'ailleurs. Alors oui, dès que le cinéma commence, le match s'emballe et devient un peu meilleur, si tant est qu'on ne soit pas un hater de l'overbooking, mais ça ne suffit pas à mon sens pour en faire un gros main event mémorable digne de SummerSlam, car très franchement, Reigns restera la seule et unique justification de ce match en main event de SummerSlam, et c'est ça que les gens retiendront de cette fin de show, hein, plus que la performance de Sikoa, qui aura montré une fois encore qu'il n'a pas les épaules pour être un main eventer, et qui n'arrivera même pas à paraître crédible face à un Jacob Fatou, qu'il a déjà dépassé sur tous les plans en à peine quelques semaines. Hein. Bref, si le moment du retour de Reigns est marquant en soi et restera dans les têtes pour encore un bon moment, je ne peux oublier tout ce que j'ai vu avant cela, quoi. C'est mou, c'est pas violent pour un sou, on se fait chier, le costume de Solo est trop grand pour lui, au sens propre comme au figuré d'ailleurs, et le scénario est cousu de fil blanc, hein, d'autant plus après les spoilers apportés par Arn Anderson juste avant le match. Et à nouveau, on aura vu du Cody Sinha, hein, et je le dis et je le répète, pour l'instant, ça peut encore passer, hein, car le règne de Cody est encore assez frais, mais attention, hein, d'ici quelques mois, à ce que le public n'en ait pas rapidement ras-le-bol et décide de tourner le dos à Cody, hein, car à se sortir de toutes les situations périlleuses ainsi, Cody le super-héros va vite gonfler tout le monde et on n'aura qu'une hâte, c'est que son règne se termine, voire que Cody turn heel, hein, chose qu'il avait toujours refusé de faire chez All Elite. Maintenant, on va voir comment ça va avancer du côté de la Bloodline, mais le retour de Jimmy, voire de Paul Heyman, ne devrait pas tarder, ainsi que les débuts d'Ikuleo. Mais pour ceux qui, comme moi, s'inquiètent un peu de l'omniprésence de la Bloodline à SmackDown et du peu de place laissée aux autres, j'ai bien peur que les choses ne s'arrangent pas, car on est parti pour de très longs mois de guerre des îles Pacifiques, hein, jusqu'à plus soif. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette édition de SummerSlam 2024. J'espère que ça vous plaira. Je vous remercie de votre écoute attentive, de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, hein, c'est très important pour moi, pour ma visibilité. Et je vous invite aussi à laisser votre commentaire sur ce que vous avez pensé du show, les notes, vos tops, vos flops, etc. etc. Hein, toujours dans la bienveillance, bien entendu. C'est un show qui peut partager. Hein. J'ai vu des notes sur Cage Match qui étaient quand même pas folichonnes. Autant sur les matchs en soi, je suis globalement d'accord. Bon, c'est des matchs qui sont des notes qui sont assez correctes sans plus, hein, il n'y a pas de vrai banger, mais autant sur la note globale du show, je trouve que la note est quand même c'est assez sous-noté globalement sur Cage Match. Bon, maintenant Cage Match chacun se fera son opinion sur ce site, hein, voilà. Mais voilà, je le trouve un peu sous-noté. Voilà, moi c'est 3 étoiles 3 quarts. Voilà, c'est mon avis perso. Hein. Chacun pourra dire que ce show est meilleur que 375 ou qu'il est même bien en dessous. C'est à votre appréciation, bien entendu, comme d'habitude. Le prochain rendez-vous, ce sera le 25 août pour le Monster Catch numéro 33 et les pronostics de Bash in Berlin. Voilà, on reviendra dans le détail sur tout ça. Bon, ça sera l'occasion aussi de parler un petit peu des retombées de SummerSlam, hein, notamment du côté de Judgment Day, où il va y avoir pas mal je pense, de choses qui vont se passer. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Bel été à tous, hein, puisqu'on ne se reverra pas avant la fin de l'été. Portez-vous bien, reposez-vous bien. Profitez bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas et plus que jamais, vive le catch, et ferro, miedo. Ciao à tous.